Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler d'Appreciative Inquiry. En français, enquête valorisante. Ou, accrochez-vous, investigation appréciative. Oui, alors en anglais, c'est toujours plus sexy. La terminologie nous fait rêver. Appreciative Inquiry. En français, c'est peut-être moins top, mais pourtant, on va utiliser la version française dont je vais vous parler d'enquête valorisante. Alors, c'est quoi l'enquête valorisante? Alors, je vous donne des définitions, puis après, on discute un peu. L'enquête valorisante est la recherche coopérative et coévolutive du meilleur des gens et des organisations. Elle implique la découverte systématique de ce qui donne vie à une organisation au moment où elle est la plus efficace et la plus capable en termes économiques, écologiques et humains. L'enquête valorisante est un processus de changement positif basé sur le storytelling, comme on dit en français, sur le récit. Donc vous voyez que l'enquête valorisante, c'est un processus de mutation, de remise à niveau et à nouveau d'ailleurs. Le lapsus est peut-être révélateur. La différence avec la plupart des processus qu'on peut faire en gestion du changement, c'est que l'enquête valorisante est basée, je vous relis, au moment où elle est la plus efficace et la plus capable. D'où la partie appreciative, la partie valorisante. Donc, ce n'est pas un processus de changement top-down, la direction décide, on va faire une retraite 2 jours dans les bois, dans une cabane, puis après on vient expliquer à toute la boîte comment ils doivent faire pour changer, parce que la stratégie du machin, c'est en fait presque exactement le contraire. Presque exactement le contraire. Et en plus de ça, on va pas utiliser du développement de logiciels, de processus, de systèmes. On va utiliser le storytelling, le récit. Bon. Alors c'est un peu bizarre, mais d'où est-ce que ça vient? Il y a des gens qui se sont trouvés de plus en plus frustrés par les méthodes de changement habituelles. La résolution de problèmes, d'habitude ça fonctionne comment? On a un problème, on regarde ce qui s'est passé, on identifie le ou les coupables, et puis on essaye de corriger les choses. Bon. Alors c'est lent, ça donne rarement une nouvelle vision pour l'avenir, et puis alors ça génère toute une série de comportements défensifs. Parce que quand vous allez chercher qui est coupable, bon, il faut être un peu masochiste pour dire oui, c'est ma faute, c'est moi, vous voyez, c'est moi au fond là. Donc, ça peut être des équipes qui ont ce comportement défensif, ça peut être des personnes, mais dans la résolution de problèmes, par exemple, les ventes sont en baisse de 20%. Habituellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par regarder du côté des vendeurs. Vous faites vos rendez-vous, ça marche, ouais. Et puis puis pourquoi ça, pourquoi vous vendez pas? Ah ouais, mais on n'a jamais les produits à temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur la tête de la logistique. La logistique, oui, mais bon, la production, ils produisent pas. Bon, alors on va taper sur la tête de la production. Après, les production dit ouais, mais nous on n'a pas les composants. On va taper sur les acheteurs. Puis les acheteurs disent mais les vendeurs savent pas ce qu'ils veulent vendre, donc on peut pas acheter. Et puis on fait ça pendant 45 ans et puis on n'avance pas. À peine caricatural. Mais vous voyez la tendance à, quand on cherche dans le passé, à voir des choses qui ne sont pas nécessairement aidantes pour trouver une solution. L'autre raison pour laquelle je pense que c'est vraiment une approche qui est intéressante, c'est parce que derrière la résolution de problèmes habituels, quand on regarde vers le passé, pourquoi est-ce qu'on regarde vers le passé pour résoudre un problème? Parce qu'on se dit, vous voyez, le problème c'est le résultat. Donc on va chercher la cause. On va dans le passé chercher la cause. Et donc la cause, si on l'identifie, la prochaine fois qu'on voit la cause, on peut empêcher le résultat. Ou on peut corriger la cause. Vous voyez que l'hypothèse de base, c'est qu'on est on vivrait, une entreprise, ça vivrait ou ça fonctionnerait dans un mode parfaitement causal. Cause, résultat. Cause, conséquence. Or, comme vous m'écoutez depuis un moment, vous savez ce que je vais vous dire, l'entreprise, l'économie, ce sont des systèmes complexes. Ce sont des systèmes qui sont pas prédictibles, dans lesquels les relations de cause à effet, comme on les appelle, n'ont pas vraiment prise. Donc dire on va corriger le futur en regardant le passé,
En fait, il y a une erreur. Alors, ça marche de temps en temps parce qu'il y a quand même des régularités. Mais pour tous les changements un peu plus profonds, un peu plus difficiles, la résolution de problèmes habituels, elle marche pas aussi bien que ça. Donc les gens se sont dit, il faut qu'on trouve autre chose. Et donc, enquête valorisante. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est pas des choses qui sont complexes. Par contre, c'est compliqué parce que les gens n'ont pas l'habitude. Donc, voilà, faut prendre un peu l'habitude, il faut se documenter, se former. Mais je vais vous expliquer en quelques mots quelle est l'idée derrière et puis comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Alors, donc on imagine qu'on a un problème. Ça peut être un problème d'ailleurs, on peut partir d'un problème. Ou on peut partir d'une insatisfaction, ou de quelque chose qui nous ennuie. Ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un directeur, ça peut être... Il y a un truc qui tourne pas rond. Mais avant d'aller gratter, on va commencer par ce qu'ils appellent établir un noyau positif. Le positive core. Pourquoi ? Parce qu'avant d'aller grailler, avant d'aller gratouiller, il faut, renforcer la sagesse collective sur l'entreprise, sur l'équipe. Collectivement, comment est-ce qu'on comprend comment est-ce qu'on fonctionne ? On est qui ? L'équipe, l'entreprise, ça marche comment ? Numéro 2, il faut construire de l'énergie. Et ça, on le sait parce que le changement demande de l'énergie. Vous vous souvenez dans le podcast précédent, Unfreeze, Change, Freeze, de Kurt Lewin. Donc, dégeler, changer, regeler, ou recongeler, ou congeler, ou surgeler. Et donc, pour dégeler, il faut de l'énergie. Donc, il faut construire de l'énergie. Il faut construire de la motivation, on pourrait dire autrement, dans l'équipe ou l'entreprise. Il faut construire de la résilience, parce que le changement, ce sera difficile. Donc, il faut renforcer les liens. Il faut souder. Il faut étendre la capacité de changement, on pourrait dire. Et puis alors, construire la confiance dans l'organisation. La confiance entre nous, mais la confiance avec le management. La confiance avec... pourquoi pas, il y a des EV, des enquêtes valorisantes, qui se font avec les clients, qui se font avec les fournisseurs. Bon. Je vais vous donner quelques mots-clés. D'accord ? De ce noyau positif, on va parler de quoi ? On va parler de réalisation. On va parler d'opportunités stratégiques. On va parler de points forts. Des produits ou des services. Des gens. On va parler des atouts techniques. On va parler d'innovation. On va parler de pensée élevée. On va parler d'émotions positives, de sagesse dans l'organisation, de compétences essentielles, de vision, de possibilités, de capacité de leadership, de tradition vitale à l'entreprise, de valeurs vécues, pas de valeurs théoriques, de valeurs vécues, de tendances positives, de capital social, d'esprit collectif, d'alliance, de partenariat, d'avantages stratégiques, de ressources relationnelles. Alors j'en entends déjà qui disent « Ouais mais bon, c'est des bisounours, la vie c'est vachement plus difficile ». Moi j'ai un mot à répondre à ça, c'est perception. Vous décidez que la vie est plus compliquée et que c'est un système de bisounours. C'est une décision, vous avez le droit de la prendre, mais c'est une décision. Nous, on préfère dire, on va essayer autrement, parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, honnêtement, ça pourrait, disons, aller mieux. Alors du coup, tous ces mots-clés, ils nous font poser des questions. Alors, les questions typiques EV, il y en a 4. La première, c'est décrire une période de votre organisation que vous considérez comme une expérience marquante. Une période où vous étiez le ou la plus engagé et où vous vous êtes senti dynamique, vivant, motivé. Storytelling. Deuxième question, sans être modeste. Dites-moi ce que vous appréciez le plus chez vous, dans votre travail et dans votre organisation. Storytelling. Troisième question, quels sont les facteurs essentiels qui donnent vie à votre organisation, à votre équipe, à votre entreprise, lorsqu'elle est au mieux de sa forme, lorsqu'elle performe? On est comment quand on est bon? Storytelling. Quatrième question, imaginez que votre organisation, dans 10 ans, qu'elle soit dans 10 ans, lorsque tout sera exactement comme vous le souhaitez, dans votre équipe, dans votre boîte, qu'est-ce qui est différent? Ça ressemble à quoi? Et puis comment vous avez contribué à cette nouvelle organisation de rêve? Ça, ce sont 4 questions EV. Donc, ce noyau positif, c'est une espèce de prérequis au processus de changement qui va venir. Alors évidemment, il y a des étapes, puis c'est un cycle, vous imaginez bien, parce que si c'est pas un cycle, c'est pas sexy. Donc, les 4 étapes, ce sont les suivantes. Découvrir, rêver, concevoir,
Soutenir. Découvrir, rêver, concevoir, soutenir. Alors, on va y aller dans l'ordre, évidemment. Donc, alors, ce cœur, ce noyau positif, ça peut être fait en dehors du projet, en fait. Mais ça peut aussi être intégré au projet et à la première activité qu'on fera. Hein. Alors, découvrir, rêver, concevoir, soutenir. Découvrir, première étape. L'idée, en fait, c'est de mobiliser l'ensemble du système qui va devoir changer. Alors, ça peut être l'équipe avec l'équipe avant, avec l'équipe d'avant et l'équipe d'après dans la chaîne logistique. Ça peut être l'entreprise, ça peut être l'entité qui doit changer avec quelques éléments autour. Donc c'est mobiliser l'ensemble du système en engageant toutes les parties prenantes dans la définition des points forts et des meilleures pratiques. Donc on veut identifier le meilleur de ce qui est et de ce qui a été. Vous voyez comme ça se rejoint finalement cette phase avec la définition du noyau positif. Ça c'est la première phase. Deuxième phase, rêver. L'idée pour rêver, c'est de créer une vision qui est claire et qui est très orientée résultat en relation avec le potentiel qu'on vient de découvrir à l'étape précédente. Comme on sait où on est bon, qu'est-ce que ça veut dire pour là où on veut aller? Troisième étape, maintenant il faut concevoir, donc créer des propositions, des possibilités d'une organisation idéale ou d'un fonctionnement idéal, ça dépend. Donc articuler une organisation en fonctionnement que les gens estiment capables de les motiver et de développer le noyau positif qu'on a identifié. Un noyau positif, il va rester comme une espèce de centre dans l'ensemble, et donc comment est-ce que l'organisation peut nous aider à être encore plus positif que ce qu'on est déjà. Et quatrième étape, soutenir. Maintenant, il faut faire, et surtout, il faut que ça continue. Donc, soutenir, c'est renforcer la capacité de l'ensemble du système à continuer à travailler sur le noyau positif, pour continuer à susciter la motivation, l'espoir, la dynamique, etc. L'idée, c'est le changement positif continu. Parce que faire un projet une fois, ça prend, je sais pas, un mois. Après, on laisse tomber, ça sert à rien. Il faut que les habitudes changent. Et donc, ça devient une espèce de... Il faut trouver une manière pour l'équipe ou pour l'entreprise de ritualiser, je dirais, presque, ces nouvelles pratiques. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, découvrir, la partie découvrir. Là, le but, donc, c'est d'identifier ce noyau positif. Souvent, ça se fait sous forme d'interview. Et c'est là où c'est top. Alors, imaginez que vous avez une boîte de 150 personnes, et puis que vous vouliez faire l'exercice. Vous pouvez pas faire les interviews avec 150 personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un sous-ensemble de personnes, de tout âge, de tout... Voilà. Alors, avec peut-être quand même une curiosité de base, une envie de parler avec les gens, dans n'importe quel département, à n'importe quel niveau de la hiérarchie. On va les former un tout petit peu à l'interview, mais pas beaucoup. On va juste leur donner quelques petites choses, quelques petites bonnes pratiques. Et puis on va les envoyer interviewer, faire des interviews dans l'entreprise. Avec leur notepad ou un enregistreur en fonction. Et puis on va les envoyer poser des questions aux gens. Et de nouveau, on prend, pour les personnes interviewées, tout un tas de gens différents. Et donc tout ce matériau, eh bien, il est conservé par les personnes qui ont fait des interviews. Alors après, combien d'interviews, ça il faut voir en fonction du temps qu'on a, du budget, du temps qu'on veut passer par rapport pas seulement aux gens qui interviewent, mais aux gens qui sont interviewés. Bon. Mais je dirais 2, 3, 4 interviews par personne, c'est pas une mauvaise idée. Et une fois qu'on a fait ça, alors évidemment, pendant l'interview, on va utiliser les questions positives qu'on a vues avant, les 4. Une fois qu'on a fait ça, la phase découvrir, les 2 phases suivantes, rêver et concevoir, souvent, on va les faire dans un grand événement. En anglais, ça se rappelle une Large Group Intervention, LGI. En français, on dirait une intervention en grand groupe, une IGG. Et là, c'est souvent des événements qui vont durer 1 ou 2 jours, en fonction de la taille de l'entreprise ou du groupe. Et puis là, on va faire la partie rêve, je dirais le jour 1 peut-être, et puis la partie concevoir le jour 2. Donc, la partie rêve, c'est créer la vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que les personnes qui ont fait les interviews puissent redonner l'information, le contenu des interviews aux personnes. Alors, ça se fait soit en petits groupes, après on change, on fait par exemple un Word Café, on installe des tables où il y a les gens qui interviewent, puis les gens passent, écoutent, s'asseyent, on boit des cafés, on mange des cookies, on discute. C'est parfaitement
génial, c'est parfaitement détendu. Les gens qui racontent ce qu'ils ont vécu, ils disent c'est pas possible, je pensais pas que mon entreprise pouvait fonctionner comme ça. Et l'énergie dans la salle, elle est mais incroyable, quoi. C'est absolument incroyable. Hein, vous interviewez des gens à la fin et je sais pas qu'ils ont les larmes aux yeux, mais c'est très 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 intéressant de ce point de vue-là. Bon. Et donc une fois que l'information a été donnée à tout le monde, maintenant tout le monde va rêver. Alors là, il y a plusieurs types d'activités qu'on peut faire. On peut faire du brainstorming, on peut faire un tas de choses différentes. L'idée, c'est qu'à la fin de la journée, on ait une idée claire de la nouvelle vision. Alors, il n'y a pas de vision unique, mais il y a tout un tas de choses qui vont se faire qu'il faut après consolider. La méthode de consolidation, évidemment, dépend de nouveau de ce qu'on veut faire. Hein, on peut imaginer de faire du classement, de faire du tri, de faire de la priorisation par points, de la priorisation par... bon, c'est égal. À la fin de la première journée, on a notre vision du futur, avec des exemples, et comme ça vient des gens, c'est extrêmement concret. Hein, c'est pas du plotage de nuages fait par des experts. C'est des gens, c'est votre quartier, c'est votre concierge, c'est votre chef d'équipe. C'est ces gens-là qui vont construire comment est-ce que notre boîte elle fonctionne. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire. Bon. Et puis ensuite, le lendemain, concevoir. Alors là, il faut dessiner la nouvelle organisation. Et peut-être que là, on peut se permettre d'avoir des gens qui sont plus intéressés. Alors, il y a des boîtes qui font les 2 jours avec tout le monde. Et encore une fois, c'est parfaitement possible. Mais concevoir une organisation, je dirais la partie fonctionnement peut être faite par tout le monde. La partie organisation, c'est peut-être plus difficile. Mais de nouveau, ça dépend du temps, du budget, d'un tas de choses. Et là, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est challenger le status quo. Parce que ce qui va se passer le deuxième jour, c'est que les gens disent « Oui, non, mais ça, on fait déjà. Oui, non, mais ça, tu parles. Si on le faisait déjà, ça se saurait, puis on l'aurait pas dit le premier jour. » Donc, on va challenger le status quo. Et puis, on va challenger les hypothèses de base qu'on a. Hein. Là, on retrouve de modèles de culture d'Edgar Schein, où en fait, la culture, c'est tout ce qui se dit pas dans la boîte. Hein. Non, mais de toute façon, ça sert à rien. Ben pourquoi ? Le patron, il changera jamais. Ben, le patron, il est dans la salle avec les autres. Le patron, ça fait 1 jour et demi qu'il écoute, puis qu'il se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai une équipe géniale, quoi. Ensuite, à la fin de ces 2 jours, hein, je mets 2 jours, ça peut être 1 jour, ça peut être moins, mais plus. Ben voilà, on a une conception, on a des propositions de changement, et après il faut le faire. Mais ça, on sait faire quelque part. On sait faire, c'est du processus, du projet. Hein, et là, il faut soutenir. Donc en fait, dans le projet, il faut trouver des manières pour mettre l'ensemble de ces changements dans les habitudes de l'entreprise. De nouveau, il y a plein de manières différentes de faire ça. Mais ça, c'est la partie soutenir, la partie, je dirais, à long terme. Voilà, ça, c'est l'enquête valorisante, Appreciative Inquiry, qui est un processus de changement positif basé sur la narration. Je pense que c'est quelque chose à essayer, avec une équipe. Les gens vont découvrir des ressources absolument insoupçonnées. Et alors le groupe, et le groupe qui fonctionne, qui coalesce, qui boue, voilà. Et donc ça, je suis vraiment ouvert à tester, hein, même si on le fait sur une petite échelle avec vous, pour que vous puissiez voir la puissance de cet outil. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.